Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence ce soir. Merci aux intervenantes de ce soir et merci à tous ceux qui nous écoutent. Et bienvenue à ce webinaire consacré aux perturbateurs endocriniens et aux conséquences qu'ils ont sur les plus jeunes d'entre nous. Alors, je me présente, je suis Lucille Robert, je suis étudiante en promotion de la santé à l'ISPED, l'Institut de santé publique de Bordeaux, et étudiante en 6e année de pharmacie, et je serai l'animatrice de ce webinaire. Alors, pour commencer, voici le programme. Donc, dans un premier temps, nous aurons Madame Bonvalot, enseignante-chercheuse à l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique et chercheuse à l'INSERM, qui nous présentera l'état actuel des connaissances sur les perturbateurs endocriniens et les conséquences qu'ils ont sur la santé. Ensuite, interviendra Madame Lafourcade, ingénieure chimiste, spécialisée en santé environnementale et fondatrice de l'agence de conseil Alix et co-auteure du guide Recocrèche et qui exposera des recommandations pour l'accueil d'enfants dans un environnement sain. Ensuite, Madame Rivet, adjointe au maire de Limoges en charge de la petite enfance, nous exposera les actions réalisées par la mairie de Limoges en direction des jeunes enfants pour réduire leur exposition aux perturbateurs endocriniens. Et pour terminer, nous écouterons Madame Grimal, conseillère en RSO et RSE, donc responsabilité sociétale des organisations et des entreprises, et coordinatrice du projet Maternité éco-responsable, qui nous présentera les actions réalisées dans les maternités pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Avant de commencer, voici quelques informations sur le fonctionnement du webinaire. Alors tout d'abord, pendant les présentations, vous pourrez poser des questions dans l'onglet Q et R qui est situé juste en bas de votre écran et les questions seront regroupées afin d'essayer de répondre au plus grand nombre et un temps sera consacré à la fin aux réponses à la fin de toutes les présentations. Et petit point important, posez bien vos questions dans l'onglet Q et R et non pas dans l'onglet Discussion. Ensuite, un petit message pour les intervenantes de ce soir sur mon rôle difficile de devoir faire respecter les temps de parole. Alors, je vous prie de m'en excuser d'avance. Ensuite, pour le public cette fois, nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre au questionnaire de satisfaction qui s'affichera à la fin du webinaire. Et je laisse désormais la parole à Madame Nathalie Bonvalot, enseignante-chercheuse à l'EHESP et à l'INSERM. Merci beaucoup, Lucille, pour cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Et puis, merci au petit groupe d'étudiants dont vous faites partie, Lucille, pour avoir organisé ce webinaire, d'avoir pris cette initiative, parce que c'est un sujet qui est complexe, mais on le sait d'actualité aujourd'hui. Je vous remercie aussi de m'avoir invité pour faire cette présentation un petit peu introductive sur la question des connaissances autour des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai promis d'être brève, l'idée étant de pouvoir favoriser les échanges, bien sûr. Donc, ma présentation que je vais partager de suite, vous allez me dire si vous voyez le diaporama qui s'affiche. Normalement, je pense que ça doit être bon. Nous le voyons. Voilà, et donc ma présentation, elle va s'articuler en 3 parties. Tout d'abord, donc, je parlerai de quelques définitions. Définitions parce que vous allez voir que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, j'insisterai ensuite, bien sûr, sur l'état des enjeux, ce qu'on connaît sur les aspects sanitaires, mais aussi sur les enjeux réglementaires qui sont assez complexes. Et je finirai sur la question des expositions de la population française et vous verrez que finalement, ça permettra de conclure un petit peu sur quelques leviers et moyens d'action, mais qui seront tout à fait développés par la suite par les intervenantes qui vous présenteront des choses tout à fait intéressantes. Alors, tout d'abord, si on s'attarde quelques instants quand même sur la question de la définition des perturbateurs endocriniens, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la recherche scientifique, finalement, sur ces molécules, elle date depuis très longtemps, depuis plus de 60 ans même maintenant. Je vais citer ici des exemples, alors qu'ils ne sont pas du tout exhaustifs, c'est juste à titre d'illustration. 2 exemples qui, justement, ont participé à la prise de conscience internationale sur cette question. D'une part, il y a eu les travaux de Rachel Carson, que vous devez tous connaître, alors peut-être pas ses travaux, mais en tout cas son ouvrage, qu'elle relate justement dans cet ouvrage qui a été publié en 1962, où finalement elle avait constaté un effondrement des populations d'oiseaux
en particulier ces oiseaux emblématiques des États-Unis qui sont les pigargues à tête blanche, qui sont des rapaces, et qui rendaient finalement le printemps silencieux, comme elle disait. Et donc, elle incriminait en particulier une molécule organochlorée qui s'appelle le DDT, qui était un insecticide largement employé finalement après la Seconde Guerre mondiale, et dont l'impact sur la réduction de la population d'aigles a été plus tardivement démontré, justement, en particulier avec la réduction de l'épaisseur des coquilles d'œufs, qui était associée aussi à une augmentation de la mortalité chez les petits, et puis des problèmes de reproduction. Alors, il n'y a pas que cet exemple, il y en a d'autres. Par exemple, il y a eu certaines substances chimiques où on a noté des effets sur des gastéropodes marins. Alors ça, c'était un peu plus tardivement. On a en effet constaté une diminution de certaines populations de coquillages. Alors là, le coquillage représenté, c'est le Nucella lapillus. Et cette diminution finalement de population était liée à la masculinisation des femelles. Et ces effets ont été également corrélés à l'utilisation d'une substance chimique qui est le tributylétain. Tributylétain, donc, qui est une substance qui était à l'époque utilisée comme anti-fouling dans les peintures marines, pour éviter justement que les coques des bateaux ne s'abîment. Alors, tout ça, ce sont des travaux qui sont très anciens. Pour autant, c'est bien plus tard que ces molécules, et pas les seules, mais en tout cas ces molécules en particulier, ont fait l'objet d'une appellation sous le terme justement de endocrine disruptors. C'était en 1991. C'était lors d'une conférence qu'on appelle la conférence de Wingspread, qui se passait dans cette ville. Et cette conférence, en fait, a été organisée à l'initiative de Theo Colborn, et elle avait pour but de rassembler les chercheurs de disciplines très différentes autour d'un sujet commun, de ce sujet commun, qui était, les observations faites sur la faune pourraient bien être expliquées par l'interaction entre des substances chimiques et le système hormonal de ces animaux. Et donc, il y a eu, le but, c'était vraiment de rassembler les chercheurs de disciplines un petit peu différentes, donc des endocrinologues avec des toxicologues, des épidémiologistes. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que plusieurs définitions ont vu le jour pour ce qu'on appelle aujourd'hui les perturbateurs endocriniens. Tout d'abord, ces définitions lors de la conférence de 91, ces perturbateurs endocriniens, elles ont été définies comme des substances chimiques qui perturbaient l'action naturelle des hormones. C'est tout. Il va falloir attendre 96 pour voir apparaître en fait des notions complémentaires. Et ces notions, c'est la question de ce qu'on appelle une molécule qui va être étrangère à l'organisme. On parle de xénobiotique. Et la deuxième notion, c'est qu'il fallait qu'il y ait des effets délétères qui se produisent. Vous voyez, en 91, on parlait plutôt d'une action qui va perturber des hormones, mais sans aller plus loin. En 96, on a complété la définition avec la notion d'effet délétère pendant un colloque, d'ailleurs, qui s'est passé en Grande-Bretagne et qui rassemblait les acteurs économiques, en particulier l'OCDE et la Commission européenne. C'est ensuite en 2002 que l'OMS proposera une définition que je vais nommer définitive, puisque c'est la définition qui est largement reprise aujourd'hui, qui est assez similaire à la précédente finalement, mais qui insiste particulièrement sur la question d'altération et d'effets néfastes. Donc cette définition, c'est la suivante. C'est toute substance ou mélange de substances, vous voyez, on a rajouté encore une petite notion là, exogène, donc extérieur à l'organisme, qui altère là où les fonctions du système endocrinien et qui, par conséquent, a des effets néfastes sur la santé d'un organisme, de sa progéniture ou d'une sous-population. Donc ça, c'est la définition qui est reprise un petit peu par tout le monde. Et c'est cette définition qui, depuis 2016, a été largement reprise dans la réglementation, qui vise à caractériser les perturbateurs endocriniens dans les produits chimiques, et qui suppose donc qu'on ait identifié l'effet néfaste, le mécanisme sur le système endocrinien et le lien entre les deux. Aussi, évidemment, quand on voit finalement la progression dans ces définitions, on peut imaginer que le nombre de perturbateurs endocriniens qu'on va caractériser ou identifier n'est pas le même en fonction de la définition qu'on retient. Et donc là, pour illustrer, une petite diapo qui montre que vous avez, par exemple, dans le cadre de la réglementation européenne, donc là, on reprend la définition de 2016 et puis on va essayer de décrire un petit peu les
des liens entre mécanismes, effets délétères sur des substances chimiques qui sont plutôt bien connus. On a 46 perturbateurs endocriniens qui sont inclus aujourd'hui dans les listes réglementaires européennes. Si on se place dans la littérature scientifique, on a par exemple, c'est un exemple, hein, mais qui est largement cité aujourd'hui, 792 perturbateurs endocriniens qui ont été recensés par une équipe de recherche indienne dans une base de données qu'ils ont appelée DEDUCT, qui a été mise à jour en 2021. Si on prend un autre exemple et qu'on regarde ce qu'a fait tout récemment, donc l'année dernière, l'Agence française de sécurité sanitaire sur cette question des perturbateurs endocriniens, on voit qu'elle a recensé plus de 900 composés comme étant perturbateurs endocriniens ou potentiellement perturbateurs endocriniens. Et si on va plus loin, c'est-à-dire que si on ouvre à toutes les molécules pour lesquelles on a au moins une donnée mécanistique, et donc là, on sort un petit peu de la définition réglementaire, mais on est plus sur la définition de recherche initiale qui avait été proposée, on est à plus de 1400 substances qui avaient été identifiées dans le cadre d'une action américaine, la fameuse liste qu'on appelle la liste EDIX. Et alors, si on regroupe tout ça, bien, finalement, c'est plus de 2000 composés en fait, qui sont concernés ou potentiellement concernés, puisque les listes ne se recoupent pas toutes exactement. Alors, ce qu'il faut noter, parce que là, ce qu'on voit, c'est que finalement, la réglementation, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, et vous allez comprendre pourquoi. Mais on peut néanmoins noter que ça avance, et ça avance petit pas par petit pas, mais ça avance certainement en ce moment, puisque si je reprends les chiffres de ces listes d'il y a exactement un an, c'est-à-dire jour pour jour en février 2021, il y avait seulement 20 substances, et pas 46, qui étaient identifiées dans la réglementation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en plus des 46, il y en a 79 qui sont en cours d'étude. Ça veut dire que voilà, on arrivera sans doute l'année prochaine à plus d'une centaine de molécules concernées. Alors, c'est encore peu par rapport aux listes précédentes, mais ça veut dire qu'il y a quand même une volonté voilà, de faire reconnaître un petit peu cet enjeu-là. Alors, moi, je vous inviterai en fait à lire, ceux qui veulent aller plus loin, le document, le rapport de l'ANSES qui a été publié l'année dernière, parce qu'il explique vraiment bien ces différences de critérisation qui permettent justement d'aller définir et caractériser qu'est-ce qu'on entend par perturbateur endocrinien. Et on voit bien que si on se met du côté du chercheur qui essaye de décrypter, de décortiquer une hypothèse mécanistique, si on se met du côté finalement de l'agence qui essaye de voir jusqu'où on peut aller pour caractériser ces molécules, ou si on se met du côté de la réglementation où il faut là identifier des choses avec des modèles d'études qui sont standardisés et qui sont reconnus mutuellement par l'ensemble des pays, bah, voilà, on ne va pas avoir les mêmes choses qui vont être mises en évidence. Alors, si maintenant on parle un petit peu de ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est-à-dire les principaux enjeux finalement en termes de santé, eh bien, l'un des principaux problèmes aujourd'hui en lien avec les perturbateurs endocriniens, c'est qu'il ne s'agit pas d'une catégorie unique de substances chimiques. Ce n'est pas une catégorie en tant que telle. Les perturbateurs endocriniens, ils altèrent les fonctions du système endocrinien. Or, le système endocrinien, c'est un système qui est très complexe, qui inclut l'ensemble des glandes endocrines. Donc là, j'ai mis un petit schéma qui présente justement ces différentes glandes. Vous voyez que, je cite comme exemple, on peut retrouver le pancréas, les ovaires, les testicules, la thyroïde. Donc forcément, en fonction de l'organe qui peut être touché, on imagine bien qu'on ne va pas avoir forcément les mêmes mécanismes ou les mêmes effets qui peuvent se produire. Les perturbateurs endocriniens, ils peuvent aussi agir à différents niveaux, soit en bloquant ou en activant des récepteurs, soit en bloquant ou en activant la synthèse hormonale ou leur dégradation, soit en ayant un impact sur le transport de ces hormones, donc d'un tissu à l'autre, d'un organe à l'autre. En plus, le système endocrinien, il est particulièrement relié aux autres systèmes du corps humain. Il y a des liens extrêmement forts entre le système endocrinien et le système nerveux, par exemple. Ces liens ils se retrouvent aussi avec le système immunitaire. Donc, il y a des ponts qui se font. Donc, tout ça, c'est vraiment lié. Donc, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Et aussi, en plus de ces multiples mécanismes, on s'attend forcément à une multiplicité d'effets sanitaires. Si on a une atteinte du pancréas, on ne va pas avoir la même chose que si on a une atteinte du testicule, par exemple.
Il faut donc finalement produire des données extrêmement nombreuses. Il faut réaliser de très nombreux travaux scientifiques pour pouvoir mieux connaître ces molécules, mieux les caractériser. Et c'est pour ces raisons aujourd'hui que dans la réglementation, il n'existe pas encore de démarche standardisée et mutuellement reconnue, comme je disais tout à l'heure, pour étudier tous les mécanismes d'action en lien avec des potentiels perturbateurs endocriniens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont identifiés encore. À titre d'exemple, on sait plutôt bien identifier aujourd'hui les mécanismes qui sont en lien avec la sphère reproductive et la thyroïde. On sait moins bien, et voire pas encore, en tout cas, ce n'est pas rentré dans les procédures réglementaires, étudier les mécanismes en lien avec le métabolisme ou le système neurologique, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas encore bien présentes. Voilà. Alors, il y a d'autres choses qui nous préoccupent. Excusez-moi, j'avais oublié de passer l'animation. Il y a d'autres choses qui nous préoccupent, c'est que, et qui préoccupent, je pense, principalement les acteurs du domaine de la santé publique. Ce sont trois choses principales. D'abord, que les études qui ont été, finalement, les études qui sont mises au point chez les animaux sauvages, ils montrent que l'ensemble des vertébrés, ils partagent des mécanismes moléculaires communs, et en particulier la liaison au récepteur aux stéroïdes. Donc, ce qu'on a vu au début sur le PIGARD ou bien ce genre de travaux qui ont été mis en évidence dans les années 60, finalement, ça pose question aussi pour l'être humain. Ensuite, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'effet biologique, il apparaît pour des très faibles concentrations quand on parle d'hormones. Les concentrations hormonales, les effets biologiques, physiologiques dans notre organisme, c'est jusqu'à 1 million de fois plus faible que les autres composants de notre organisme, les acides gras, les acides aminés, ce genre de choses. Donc, on est de l'ordre du picogramme, parfois même du nanogramme. Donc, on sait que les hormones agissent à très faible dose. On sait aussi que les variations de concentration d'hormones vont produire des effets qui peuvent être plus importants quand il y a une variation de concentration à faible dose qu'à forte dose, parce que là, on atteint des plateaux. Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu embêtantes. On suppose du coup que les réponses biologiques, elles vont devenir très peu prévisibles quand finalement les substances exogènes, donc les perturbateurs endocriniens, vont venir s'ajouter à l'action de nos hormones naturelles qui se produisent dans notre organisme. Par ailleurs, l'expression des récepteurs hormonaux est induite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a de récepteurs, moins il y aura besoin d'hormones pour la même réponse. Et donc, plus les hormones se fixent sur les récepteurs, et plus elles vont fabriquer de récepteurs. Donc, en fait, c'est un petit cercle vicieux ou vertueux. Et puis, cette expression, elle diffère en fonction du tissu, et elle diffère en fonction du moment. C'est pour ça qu'en fait, en toxicologie, on est souvent un peu embêté, on est confronté à ce problème de prévision des effets et de modélisation des effets qui peuvent se produire. Enfin, le troisième point, c'est que ce point-là, il concerne plutôt la période de vulnérabilité. On sait que les hormones, aujourd'hui, elles agissent tout au long de la vie, mais on sait aussi que le moment de l'action des hormones au niveau de la période prénatale va être déterminant pour la réponse à l'organisme. Chez l'adulte, par exemple, généralement, les hormones, elles ont un effet qui est transitoire sur une cellule, sur des tissus cibles, alors que justement, pendant la petite enfance, pendant la période in utero, même avant la période in utero postnatale, une hormone, elle va avoir des effets qui peuvent être permanents parce qu'elle va déclencher des événements précoces pendant le développement, une prolifération de cellules, une différenciation particulière. Et donc, finalement, une fois que ces événements ont eu lieu, eh bien, ça va perdurer plus longtemps, tout au long de la vie. Et donc, on considère que les actions hormonales au cours du développement sont des événements de programmation. Ça programme finalement ce qui va se produire par la suite. Et donc, ça peut prédisposer finalement les personnes à l'âge adulte, une fois qu'elles auront atteint l'âge adulte, à certaines maladies chroniques. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on pose, et c'est l'hypothèse qu'on pose principalement quand on parle de la DOAD, donc c'est l'origine développementale de la santé et des maladies. Donc, Developmental Origin of Health and Disease en anglais. Alors, maintenant, si on s'intéresse aux pathologies associées aux perturbateurs endocriniens, donc là, je fais une liste, c'est un peu une liste à la Prévert, mais en fait, c'est lié finalement aux organes du système endocrinien. Ça, c'est théoriquement, on peut citer, quand on parle de perturbations endocriniennes dans le corps humain, on peut citer un certain nombre de pathologies. Par exemple, des troubles en lien avec le métabolisme,
l'obésité, le diabète, hein, là. Ça peut être, on sait en plus que l'obésité et le diabète sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Ça peut être des troubles neurologiques, troubles du comportement, déficit d'attention. Ça peut être des troubles de la sphère reproductive. Ça peut être comme des malformations génitales, voilà, une puberté précoce. Et puis, c'est aussi les cancers qu'on appelle hormonodépendants, comme par exemple le cancer du sein ou le cancer de la prostate. Alors, ça, c'est ce qu'on connaît un petit peu, hein, des questions de système endocrinien, pathologie endocrinienne. Maintenant, je vais faire un rapprochement un petit peu rapide, hein, mais pour vous présenter aussi pourquoi on se préoccupe un peu de ces composés aujourd'hui, c'est que j'ai essayé de rechercher des données de mortalité et de morbidité en France. Là, vous avez les données de mortalité en France, alors date de 2013, je n'ai pas trouvé plus récent aujourd'hui. On voit que dans ces données, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques représentent presque les 3/4 des causes de mortalité en 2013 en France. Si on se place maintenant du côté de la morbidité, donc on va avoir des choses un petit peu différentes, j'ai repris ici les motifs de consultation donc sur 100 visites des personnes de 25 à 64 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les troubles mentaux, les troubles du comportement, les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies endocriniennes et métaboliques, finalement, elles représentent une grande partie de ces consultations. Alors, attention, ces illustrations ne permettent pas de dire voilà, les perturbateurs endocriniens sont la cause de ces pathologies. Ça, ce n'est pas le message que je veux faire passer. Ce n'est pas le cas, d'ailleurs, on le sait. Hein. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les cancers, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques, les troubles de la fertilité, qui ne sont pas d'ailleurs présentés ici, parce que c'est des choses qui sont plus difficiles à comptabiliser, on va dire, toutes ces troubles ou ces pathologies ont des mécanismes variés et ont des causes multiples. Ils ont des causes multiples et on connaît déjà certaines causes et certains facteurs de risque. On agit déjà sur certains facteurs de risque mieux connus, par exemple l'alimentation, par exemple le tabac, la sédentarité. Et donc, on met déjà en place des actions sur ces éléments-là. Et bien aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut aussi agir sur l'exposition à certains perturbateurs endocriniens. Et même si c'est dans une moindre mesure, on sait qu'ils sont aussi considérés comme des facteurs de risque dans l'apparition de ces maladies. Alors, on le sait, peut-être pas pour toutes les molécules et sans doute pas pour ni les 2000 composés qui représentent l'ensemble de la sphère de composés qui seraient potentiellement caractérisés un jour perturbateurs endocriniens, mais pour certains, on a déjà des éléments de réponse qui viennent de la toxicologie, de l'épidémiologie et de la biologie des systèmes. Donc là, j'ai présenté, alors c'est peut-être un petit peu petit, mon tableau il est un petit peu petit, mais je ne vais pas m'étendre, mais en gros, ça présente les données de la littérature sur les liens entre l'exposition à certains perturbateurs endocriniens et des pathologies. En rouge, c'est ce qui va être le plus important là, c'est des choses qui sont, ce sont des données robustes parce qu'elles proviennent de faisceaux d'arguments, c'est-à-dire qu'on a des preuves à la fois épidémiologiques et biologiques. On connaît les mécanismes d'action, on a fait le lien entre les deux, on arrive à comprendre ce qui se passe. En noir, ça va plutôt être des effets qu'on va considérer plutôt comme suspectés parce qu'on n'a que la toxicologie qui vient apporter une pierre à l'édifice aujourd'hui. Puis après, vous avez des hypothèses de recherche et là, elles sont plutôt positionnées en vue. Et donc, qu'est-ce que ça montre quand même? C'est qu'il y a des exemples quand même de polluants. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont connues d'ailleurs sur les polluants organiques persistants qui sont connus pour altérer le système endocrinien, mais qu'on commence aussi à avoir aujourd'hui certains éléments de preuve sur des conservateurs qui sont utilisés aujourd'hui. Donc, ça c'est des choses qui sont à considérer. Par exemple, là, j'ai dit des conservateurs, j'ai perdu mon pointeur. Je cite par exemple les parabènes qui sont aujourd'hui associés, l'exposition aux parabènes, en tout cas aux triclosans, qui sont associés à une puberté précoce. Alors, dans la majorité des cas, en fait, même si les données, là, elles permettent que de suspecter, vous voyez qu'il y a beaucoup de noir, il y a un peu de gris, et il y en aura de plus en plus du gris aussi, parce qu'on pose des hypothèses en recherche. Donc, ces données, elles permettent que de suspecter sur la base de la toxicologie ou des données mécanistiques. Pour autant, ça permet quand même d'anticiper. Le but en santé publique, ce n'est pas d'attendre, d'avoir des observations épidémiologiques qui vont venir confirmer ces résultats. On préfère anticiper, et donc s'il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir, eh bien, on va essayer d'agir sur ces facteurs de risque.
Alors, je vous ai montré tout ça, mais on a envie un peu de savoir maintenant, bah oui, c'est beau tout ça, mais comment on est exposé finalement, où ils sont ces perturbateurs endocriniens. Bah, là aussi, c'est encore un sujet de préoccupation. C'est encore un sujet de préoccupation parce qu'ils peuvent être partout. Ces fameuses molécules, elles sont partout. Dans l'alimentation, dans les cosmétiques, les produits d'entretien, le loisir, les plastiques, le mobilier, notre environnement en général, etc. On en trouve partout. Et même lorsqu'ils sont interdits, donc par exemple, il y a une réglementation sur les polluants organiques persistants qui sont quand même interdits depuis pas mal d'années maintenant. Il y a pas mal de plastifiants qui ont été interdits au début du XXIe siècle. Eh bien, même s'ils sont interdits par la réglementation, nous y sommes encore exposés. Je peux citer l'exemple des PCB. Les PCB, on est encore exposés aujourd'hui. Les phtalates, certains phtalates, on est encore exposés alors qu'ils sont interdits. Et pourquoi on est encore exposés? C'est soit parce qu'ils persistent, parce qu'ils ont du mal à se dégrader, et donc on les retrouve toujours, soit parce que finalement, ils n'ont pas de mal à se dégrader, mais les objets dans lesquels ils ont été utilisés, on les utilise toujours, parce que voilà, ce sont des objets qui ne se changent pas au quotidien. Et donc, on va retrouver toujours ces polluants dans notre environnement au final. Alors, je suis désolée de vous couper, mais on arrive à la fin du temps imparti. Alors, il faudrait que je vous demande voilà, il faudrait envisager de conclure, en tout cas. Bon, écoutez, je vais essayer de faire au plus vite alors. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la majorité, enfin voilà, on ne connaît pas la composition de tous les produits chimiques aujourd'hui, on ne connaît pas la composition de tous les aliments qu'on ingère, et donc il vaut mieux parler finalement ou remettre ça dans une question plus globale de risque chimique, plutôt que de parler de perturbateurs endocriniens de manière spécifique, parce que justement, on ne sait pas encore bien les identifier. Et alors, je vais finir quand même par l'exposition, donc je vous montre, ça sera ma conclusion du coup, mais je vous montre cette diapo, c'est juste pour vous montrer que on les trouve partout et que nous sommes exposés. C'est-à-dire, ça, ce sont les expositions de la population française aujourd'hui. On voit qu'on dose un certain nombre de contaminants chimiques et de perturbateurs endocriniens dans le sang et dans les urines des Français depuis 2006. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que même s'il y a des diminutions sur certaines choses, on voit qu'on est exposé à de nombreux contaminants très différents, que ce soit des plastifiants, comme des phthalates, des bisphénols, que ce soit des conservateurs comme les parabènes, des solvants comme les éthers de glycol, des pesticides comme les antiparasitaires. On y est exposé, on a des données d'exposition. On y est exposé, et ces études d'exposition qui sont faites par Santé publique France permettent également d'avoir une idée des déterminants d'exposition. De la même manière, je vais aller très vite, juste pour vous montrer que finalement, on peut agir parce qu'on connaît aujourd'hui un certain nombre de déterminants des expositions. On sait qu'en modifiant des comportements, on va être moins exposé à certains composés chimiques. On sait qu'en adoptant des gestes très très simples au quotidien, on va être moins exposé aux contaminants chimiques et aux perturbateurs endocriniens. Et donc, comme on peut agir, eh bien, il y a des actions qui sont mises en place, qui vont être mises en place à la fois à l'échelle nationale. Peut-être qu'on entendra parler de la stratégie ce soir, à la fois à l'échelle locale, au niveau des collectivités, et là je crois qu'on aura beaucoup d'exemples, mais aussi à l'échelle individuelle, puisqu'on peut également agir soi-même. Et bien sûr, tout ça c'est lié, puisqu'il faut aussi s'acculturer à ces questions-là, et développer un sens des connaissances, en tout cas sur ces éléments. Voilà, donc je m'excuse d'avoir été un petit peu longue. J'espère toutefois que ça vous aura plu, et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie beaucoup, Madame Bonvalot. Je vous invite à arrêter de partager votre écran, c'est parfait. Et je laisse désormais la parole à Madame Lafourcade, qui est ingénieure chimiste et spécialisée en santé environnementale et fondatrice de l'agence de conseil Alix. Bonjour à tous. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Nous le voyons, c'est parfait. Parfait.
Merci pour cette invitation. Merci à Madame Bonvallon qui a très bien brossé le portrait. Du coup, ça va me faciliter le travail pour la suite. Je vais essayer de faire le relais de sa présentation. Donc, moi, je vais vous parler d'outils concrets qu'on peut mettre en place pour limiter l'exposition des jeunes enfants aux perturbateurs endocriniens, spécialement dans les établissements accueillant des jeunes enfants et dans les collectivités. Donc, je suis Anne Lafourcade, je suis ingénieure en chimie, santé et environnement. Je suis fondatrice de l'agence Alix et présidente d'une entreprise de l'ESS qui s'appelle Cefli. Donc, je vais vous parler rapidement. Alors, est-ce que j'arrive à zapper? Voilà. Donc, Cefli, c'est une entreprise de l'ESS qui a pour vocation d'apporter des solutions concrètes pour diminuer l'exposition du public aux sources de pollution les plus préoccupantes, et donc en travaillant au plus près des collectivités et des organisations pour essayer de faire ce travail nécessaire de limitation de l'exposition, notamment des publics les plus sensibles, dont les enfants. Donc, nous travaillons uniquement dans nos agences pour un public professionnel. Donc, l'objectif, c'est de changer de nos pratiques et nos achats pour limiter cette exposition à des substances préoccupantes. Et nous nous adressons essentiellement aux structures publiques et privées comme les collectivités, les ARS, les professionnels de santé, les associations. Nous sommes basés à Bordeaux et nous intervenons... nous sommes en lien avec des associations spécialisées dans les questions de santé environnementale. Nous travaillons en réseau. Donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est spécifiquement les outils que nous avons développés avec l'aide de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, qui a mis en place une stratégie extrêmement innovante sur cette thématique-là et a donc financé des projets que nous avons menés à bien sous forme de consortium, donc avec tous les acteurs que vous voyez là sur le bandeau, qui sont des acteurs associatifs, donc des agences de conseil, le réseau 3AR, qui est un réseau d'acheteurs responsables en Aquitaine. Voilà, les différents experts sous une bannière qui s'appelle Recocrèche. Donc, comme je vous le disais, ces projets sont financés par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de cette stratégie qui a pour but de protéger la période des 1000 jours, dont vous avez déjà entendu parler, qui va du premier jour de l'implantation embryonnaire jusqu'aux 2 ans de l'enfant, qui sont des périodes spécifiquement vulnérables. Donc, comme vous l'avez vu dans la présentation précédente, il y a de nombreuses molécules qui peuvent être perturbateurs endocriniens. Nous, on va s'intéresser aux perturbateurs endocriniens, mais à tous les produits chimiques préoccupants. Voilà, on est des chimistes, donc à la base, on sait que le chiffre un peu gentil, c'est au moins 100 000 molécules qui ont été inventées depuis une centaine d'années, depuis l'avènement de l'ère industrielle. En réalité, il est probable que ce sont des milliers de combinaisons moléculaires qui ont été inventées, puisque les molécules naturelles peuvent se combiner avec les molécules issues de la pétrochimie, et puis elles-mêmes, se combinent entre elles se combinent aussi métaboliquement une fois dans l'organisme. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de produits en circulation avec un recul qui est très court à l'échelle épidémiologique de la chose, puisqu'on a un recul sur certaines molécules d'une 50aine d'années, puis sur certaines même que de quelques années. Donc, on ne sait pas toujours très bien comment elles vont réagir avec nos organismes. Comment on met en scène notre travail? Alors, la façon dont on est organisé, on part de bases scientifiques, donc on étudie la littérature scientifique, on collabore avec des CHU de manière à utiliser les travaux les plus récents. On utilise tous les rapports des agences nationales, Santé publique France et l'ANSES pour être au fait de l'état des lieux, comme vient de nous montrer Madame Bonvallon. Et on essaie de maîtriser toutes les réglementations en cours et leur mise à jour, de manière à utiliser toute cette matière pour formuler et créer des outils pratico-pratiques à déployer concrètement sur les territoires pour essayer, encore une fois, de limiter cette exposition chimique. Alors, comme le disait Madame Bonvallon dans la présentation précédente, donc des sources importantes et multiples de pollution. Si on se focalise sur la petite enfance, donc là, c'est vrai que je ne fais pas le distinguo avec ce qui est PE ou pollution chimique, mais si vous regardez bien, on va retrouver des molécules qui ont été citées juste précédemment. Donc,
d'où viennent ces polluants inquiétants et pour certains perturbateurs endocriniens. Ils vont venir du transfert de la pollution extérieure vers l'air intérieur des établissements accueillant des jeunes enfants. Il peut y en avoir dans les cosmétiques, dans les produits d'entretien, dans l'ameublement, les textiles, les jouets, les contenants alimentaires et l'alimentation et les produits de construction. Donc, vous voyez que quand on regarde à l'échelle d'un bâtiment accueillant des enfants, on a déjà un certain nombre de molécules qui peuvent être inquiétantes et vous reconnaîtrez certains perturbateurs endocriniens qui sont emblématiques, si je peux dire ce mot, comme le bisphénol A dans les contenants alimentaires. Ou voilà, certains pesticides. Donc, on utilise des travaux, là c'est un travaux d'une équipe à Bordeaux qui s'appelle Cassiopée. On utilise les travaux comme Esteban qui a été cité juste avant, qui était l'étude qui a permis de voir un peu à quel point les populations en France étaient concernés par la pollution liée à ces produits. Donc là, ça c'est la liste de certains des perturbateurs endocriniens qui ont été analysés donc, dans l'urine, le sang des différentes personnes qui ont été testées dans cette étude Esteban. Et donc, voilà, c'est 2500 adultes, 1104 enfants, donc avec un prélèvement urine, sérum et cheveux et des questionnaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Nous, on va les utiliser pour se rendre compte de comment essayer de prévenir. Donc, quelques éléments qu'on va trouver dans Esteban, par exemple. Le fait que des contacts cutanés et de type main-bouche soient fréquents chez les enfants les rendent plus perméables à certaines substances, comme celles présentes dans les jouets qui sont effectivement portés à la bouche facilement, dans les peintures. Autre apprentissage de cette étude Esteban, des expositions qui sont majorées par l'ingestion accidentelle par les enfants des poussières domestiques qui elles aussi sont très chargées. On parlait d'anciens, par exemple, anciens pesticides ou anciens produits qui ne sont plus autorisés par la réglementation. On peut encore les trouver aujourd'hui dans les poussières domestiques et les enfants les mangent. Donc voilà, voilà un exemple de ce qu'on fait de l'étude Esteban. On en fait des synthèses très simples qu'on essaye de présenter aux collectivités, aux élus, aux décideurs. Et on identifie aussi en utilisant ces études des familles de produits à risque qui peuvent par exemple contenir des perturbateurs endocriniens et qu'on va essayer d'éviter dans le quotidien des jeunes enfants. Donc, voilà comment on procède. Et maintenant, je vais vous présenter quelques-uns de nos outils emblématiques qui ont été mis en place les dernières années grâce à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, un premier guide qui s'appelle le guide Recocrèche 1 qui s'adresse aux directrices de structure petite enfance et qui va concerner le quotidien de la crèche. Comment on nettoie, avec quels produits d'hygiène on lave les bébés, quelles sont les activités de loisirs créatifs qu'on réalise avec les enfants, quels sont les types de contenants alimentaires qu'on utilise et quelles sont nos pratiques de ventilation. Ensuite, on a aussi mis en place, on a mis en place un second guide qui, lui, a été édité en 2020 et dont l'objectif était de s'adresser aux personnes qui bâtissent et rénovent des établissements petite enfance pour essayer de limiter l'exposition aux polluants venant, cette fois-ci, de l'extérieur, aux matériaux et aux installations, par exemple comme les matériels de climatiseurs. Ensuite, on a aussi des outils vraiment spécifiques pour chaque public. On fait des affiches pour le grand public. On a travaillé sur des kits de formation pour les sages-femmes, les pharmaciens, les acheteurs publics. On réalise des conférences pour tous ces publics-là. Et on fait aussi, Covid oblige, on a aussi ajusté nos données en fonction de la crise Covid pour essayer de limiter l'exposition, notamment liée à la présence accrue de biocides dans les établissements depuis la Covid. On travaille aussi sur les assistantes maternelles. Donc, quelques images de nos guides. Donc, voici le guide 1 qui s'adresse, donc, comme je vous le disais, au quotidien de la crèche. Quelle forme cela a? Donc, c'est une forme assez simple avec des recommandations voilà, de bon sens, mais voilà, ça va être par exemple, comme vous le voyez ici dans la vaisselle, d'essayer de privilégier la vaisselle en verre, en inox ou en porcelaine pour éviter d'utiliser notamment le plastique à chaud. On sait que le plastique peut avoir des migrations moléculaires assez facilement dans les aliments, ce qu'on essaie d'éviter évidemment depuis on va dire notre connaissance de ce qui s'est passé sur le bisphénol A.
On sait maintenant que le plastique n'est pas inerte et qu'on n'a pas envie d'en manger. Voilà, une image de nos fiches spéciales Covid qu'on a réalisées en urgence au moment à la sortie du premier confinement, qui nous a permis de questionner l'usage des produits utilisés, les produits de désinfection utilisés en crèche pour éviter d'amener des polluants trop dangereux en présence des enfants, mais lutter quand même contre le virus. Ensuite, le guide 2, quelques images du guide 2 pour voir un peu quels sont les polluants et les perturbateurs endocriniens du coup aussi qui nous inquiètent. Donc, ça va être notamment les phtalates qui peuvent être présents dans les sols souples. Ça va être les retardateurs de flamme polybrunés qui peuvent être utilisés pour ignifuger les matériels de motricité qui sont utilisés pour les enfants, les tapis. Ça peut être la pollution chimique qui peut être amenée aussi par des sols pollués, des particules fines. Donc, on va aussi regarder certains polluants qui ne sont pas chimiques. On va regarder, par exemple, les pollens. On va aussi regarder les proximités avec des ondes, des lignes à haute tension. Évidemment, la proximité avec l'agriculture, les stations-service. Tout cela dans l'objectif d'essayer de voir comment on peut lutter comment on peut limiter l'exposition des enfants à l'ensemble de ces polluants avec des recommandations simples. Une fois qu'on a fait ça, comme je vais vous le montrer ici, donc on a écrit des guides, on a écrit des outils à lire, des kits, des formations. On s'est rendu compte que vraiment pour mettre en œuvre le changement, il était utile de se rendre sur le terrain, notamment au sein d'une collectivité. C'est pour ça qu'on a créé un programme qui s'appelle Safely, qui est un programme d'accompagnement d'1 an des établissements petite enfance d'une collectivité. Ce programme, on le réalise aujourd'hui dans toute la France, mais nous l'avons adapté spécifiquement pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre toujours de la stratégie dont je vous parlais. Donc, cette méthode de conduite du changement spécifique, elle se conduit en 5 étapes d'accompagnement. Donc, nous sommes présents 5 jours, l'équipe est présente 5 jours dans une collectivité en 1 an. Et on va venir apporter des éléments pour faciliter la transition en santé environnementale et limiter l'exposition des enfants aux polluants et aux perturbateurs endocriniens, en sensibilisant d'abord l'ensemble des personnes de la collectivité, donc les élus, les services de la ville. Ensuite, nous réalisons un audit complet d'un établissement pilote, de manière à essayer d'identifier les sources de pollution et les perturbateurs endocriniens potentiels. Ensuite, nous réalisons avec la collectivité un plan de changement avec des indicateurs précis de manière à les aider à avoir un pilotage des changements nécessaires. On revient ensuite pour les aider à mettre en place des procédures, choisir les nouveaux produits. Et la dernière journée est dédiée à la formation et l'information des équipes, des agents et des parents, si la collectivité le souhaite. Et donc, au bout d'1 an, on peut avoir déjà une bonne transition de réaliser. Donc, juste quelques éléments sur qu'est-ce qu'on audite, en fait. Aujourd'hui, on a une grille de 70 critères audités en 5 thèmes, uniquement sur le guide 1. Cette grille va être augmentée cette année. On devrait passer à 150 critères, incluant d'autres paramètres. Donc aujourd'hui, la grille de 70, on a beaucoup de critères sur le nettoyage, qui est une source de pollution importante, puisque effectivement, il y a par exemple des éthers de glycol dans les détergents, des biocides, pas toujours les plus vertueux. Dans les produits d'hygiène, dans les couches aussi, on va regarder ce qui se passe. On va essayer de mettre en place des choses pour pour améliorer la qualité de l'air intérieur et chasser les polluants. On va travailler sur les produits de loisirs créatifs et sur la vaisselle en adressant des questions lors de l'audit sur les lieux, les pratiques et les agents. Donc, petit tour très rapide de ce qu'on voit en audit. Donc, voilà, triste record, 52 produits différents, pas des flacons, mais des produits différents trouvés dans une seule crèche concernant les détergents. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de molécules potentielles et certaines qui peuvent être des CMR, des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et donc peut-être aussi des perturbateurs endocriniens. Mais comme le disait Nathalie, on n'a pas la liste officielle, donc on doit faire des hypothèses de présence. On regarde quoi? On va regarder l'âge par exemple, des couverts. Vous voyez ce petit couvert, cette petite cuillère verte se décompose et puis ces petites particules de plastique vont être mangées par les enfants. Donc, il s'agit d'utiliser plutôt des cuillères en inox, par exemple.
On va regarder par exemple ce petit maquillage spécial enfant, donc à partir de 3 ans. Donc là, on est dans une crèche avec des tout petits et on se rend compte que le conservateur utilisé dans ce maquillage, par exemple, c'est du phénoxyéthanol, qui pour le coup est une molécule qui est sous les radars pour des effets endocriniens. Et on a des données assez probantes là-dessus. Donc l'idée, elles sont limitées dans les lingettes pour bébé, mais encore autorisées dans du maquillage festif. Donc là, l'idée, c'est d'arrêter de maquiller les enfants avec ce genre de produit. On va aussi regarder, je vous disais, la présence ou l'omniprésence du plastique mou, des produits qui sont inifugés, là, comme ces produits-là dans les crèches. On va essayer de les limiter et de se questionner sur leur âge aussi. Voilà, ça c'est quelques juste petits tours. Hein. Non, effectivement, on a une base de données avec 7000 photos aujourd'hui des pires scénarios en crèche. Donc là, je vous en ai juste mis 3. Donc, qu'est-ce qui se passe après 1 an quand on a fait ce programme CEFLI? Il y a moins de produits. Hein, déjà, ça c'est sûr qu'on travaille sur l'élimination des produits les plus inquiétants. On n'a pas toujours besoin de beaucoup de choses. On a des alternatives qui sont mises en place avec de l'éco-nettoyage, avec donc des produits, on a recours à des produits labellisés qui sont plus sûrs, ça dépend des labels, hein, évidemment, ou des méthodes comme des méthodes de nettoyage au microfibre qui n'utilisent plus de produits. On baisse la part de produits industriels dans le loisir créatif et dans le jeu. On élimine toute la vaisselle plastique de manière à passer notamment dans les biberons uniquement en verre. On modifie les pratiques, donc un meilleur usage des biocides, le rinçage systématique des produits détergents pour éviter que les enfants les mangent, hein, pour éviter le main-bouche, travailler sur l'aération. Là, pour le coup, la Covid nous a bien aidé à mettre en place des capteurs un peu partout et à comprendre un peu que l'aération, c'était crucial. Bien sûr, de faire le ménage en l'absence de la présence des enfants, en l'absence des enfants, pardon. Et puis surtout, de remettre les enfants dehors aussi, hein, puisque généralement, l'air est quand même beaucoup moins pollué à l'extérieur. Bien sûr, ça va dépendre des scénarios. Si votre crèche, elle est sur le périphérique à Paris, ça ne va pas être tout à fait le cas. Donc, on a des bénéfices. Désolée de vous couper, mais on arrive à la fin du temps. Très bien, j'ai quasi... Je demande d'envisager de conclure si c'est possible. C'est bon, c'était le cas, donc parfait. Oh, bah, ouais. Donc voilà, des bénéfices sanitaires sur les enfants et le personnel, des bénéfices économiques, hein, parce que quand on réduit, on simplifie, ça coûte moins cher, et puis évidemment des bénéfices environnement sur l'usage des produits. Donc l'ARS a mis en place un système de collectivité référente dans toute la région qui permet à ces référents d'aider les collectifs, toutes les crèches de la région. Donc ça, c'est en place. On a des outils, mais Madame Rivet, qui vient juste passer après moi, va peut-être en dire un mot. On a des outils spécifiques pour les acheteurs publics pour les aider à augmenter la qualité de leurs achats en santé environnementale pour les petits-enfants. Voilà, différents défis pour les fournisseurs. On a, pour en savoir plus, du coup, on a organisé une journée en novembre qui reprend tout cela sous forme de table ronde. Il y a des vidéos qui sont disponibles en ligne. Donc, je vous ai mis le replay ici, là, sur le lien sur le replay. Et puis aussi un lien vers tous les outils dont je viens de parler très rapidement. Vous pouvez également suivre l'actualité de nos agences sur nos pages LinkedIn si vous êtes intéressé. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie, Madame Lafourcade. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, avant de passer la parole à Madame Rivet, juste un petit mot à tout le public pour dire que nous prenons en compte, bien évidemment, toutes vos questions et on y répondra à la fin de toutes les interventions. Voilà. Donc, je laisse désormais la parole à Madame Rivet, qui est adjointe au maire de Limoges, en charge de la petite enfance. Madame Rivet, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vais peut-être... C'est bon. C'est bon, tout est bon, nous vous voyons. Et je fais un partage d'écran. Je ne sais pas si ça marche. Alors, pour l'instant, on ne le voit pas. Moi non plus. Alors, il faudrait que vous partagiez votre écran. Normalement, c'est un partager votre écran en vert en bas de votre écran qui s'affiche. Oui.
Partage d'écran. Je vois bien partager l'écran, c'est ce que j'ai déjà fait, mais ça ne me met que enregistrement de l'écran. Donc, je suis un peu embêtée. Et vous ne pouvez pas le faire vous-même. Eh ben, c'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. C'est ce qu'on essaye Bon. de faire. En tous les cas, je peux commencer l'exposé, même s'il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, ce n'est pas très grave. Je trouve tout à fait intéressant de passer après Madame Lafourcade qui connaît bien l'expérience de Limoges. Ah, je ne vois plus rien. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement. Oui, oui, D'accord. oui, on vous entend. On essaye de régler. En fait, moi, j'ai reçu D'accord. votre diapo, donc on va essayer de le diffuser à votre place. Voilà, parce que j'ai un écran noir. Donc, C'est vrai. donc je voudrais remettre. Alors, d'abord, je vous remercie de m'avoir sollicité parce que on est toujours tout à fait fiers de présenter l'expérience de Limoges. Et donc, je voudrais vous parler du contexte dans lequel nous avons mené cette action. Le premier, le premier élément, c'est la signature de la charte Ville Santé Citoyen qui a eu lieu en 2015. Qui est le fruit d'un partenariat entre la ville de Limoges et l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, dont on a entendu Madame Lafourcade parler dans des termes intéressants, parce qu'effectivement, l'ARS nous a toujours soutenus. Alors, cette charte Ville Santé Citoyenne, merci. Voilà, vous voyez, nous avons partagé votre diaporama. C'est parfait. Donc, j'en suis toujours à la diapo numéro 1. Et donc, notre maire étant médecin, ça n'est pas étranger au fait que nous soyons rentrés dans cette démarche, puisque immédiatement, il a manifesté sa volonté d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la population dans la mise en œuvre des politiques publiques locales. Voilà. Et donc, il a pris de premières initiatives qui ont été tout à fait intéressantes, même si elles n'ont pas été forcément bien vécues immédiatement par la population. Donc, je vais vous citer quelques exemples. C'est l'abattage des bouleaux. Il y avait des bouleaux à peu près dans toutes les cours d'école et dans toutes les cours de crèche. Donc, on sait que ce sont des arbres tout à fait allergènes et donc on a remplacé bien évidemment les arbres abattus, mais par d'autres essences. Bien sûr, il faut attendre que ces arbres poussent un petit peu et il a fallu expliquer bien sûr aux parents. On a fait des contrôles de la qualité de l'air. Ça n'a pas été sans suite puisque nous sommes une région où il y a beaucoup de radon et suite à ces mesures, nous avons fermé un accueil de loisirs, ce qui n'était pas rien, mais on a constaté des taux qui dépassaient l'entendement et notamment dans des dortoirs qui accueillaient de très jeunes enfants. Donc là encore, il a fallu expliquer à la population. Dans les restaurants scolaires, nous avons mené une action de réduction, mais non seulement de sel, mais aussi de gras et enfin de sucre, grâce à une formation des professionnels. Et donc, tout ça s'est fait vraiment, comment dire, dans un contexte avec l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale. Ça s'est fait relativement bien, dans de bonnes conditions. Et nous en sommes arrivés à dire, mais la santé, ça commence au plus jeune âge. Et qu'est-ce qui peut atteindre les plus jeunes enfants? Et bien sûr, là, nous avons été conseillés, et, parce que c'est vrai que à part le maire, nous n'avions pas beaucoup de compétences médicales. Et il s'est avéré que les perturbateurs endocriniens étaient un véritable problème de santé publique. Donc, je rappelle que Limoges, c'est 11 crèches et près de 600 places
de 600 berceaux. Donc, ça fait plus de 1000 enfants qui fréquentent ces établissements. Donc, nous avons défendu ce projet auprès de l'ARS et nous avons entamé le processus. Donc, le processus a été mené par le cabinet Alix et par Madame Lafourcade. Donc, oui, voilà. Ce cabinet a été retenu dans le cadre d'un appel à projet début 2016. Et comme Madame Lafourcade a pu le dire tout à l'heure, donc ça s'est fait selon un processus très, très structuré. Donc, il y a eu un audit documentaire des produits à la suite de la visite des locaux et d'entretien avec le personnel. Les locaux, il s'agissait d'une crèche qui était fraîchement, non pas construite, mais agrandie et rénovée. Et on s'est dit que donc, il avait été utilisé des matériaux qui théoriquement devaient être le meilleur possible pour les enfants. Qu'en était-il au regard de la recherche des perturbateurs endocriniens? Donc, si vous pouvez revenir à juste la diapositive précédente. Donc, il s'agissait d'identifier donc, les PE au sein de la crèche, notamment au sein des objets du quotidien et dans l'environnement de l'enfant. Et c'est vrai qu'on vient de le voir, tout ce quotidien est imprégné de polluants. Mais ça ne pouvait pas se faire sans sensibiliser le personnel, parce que le personnel se posait beaucoup de questions, sans évidemment en informer les familles. Et cette démarche qui a démarré dans une crèche devait bien sûr être généralisée à terme dans l'ensemble des établissements de la commune. À l'issue de l'audit, donc il a été retenu 5 grandes actions à envisager, donc nettoyer sans polluer et sans se polluer, acheter exigeant, mieux respirer, jouer tout simplement et plus simplement, et être mieux dans son assiette. Donc, à partir de ces préconisations, nous avons mené un certain nombre d'actions et ces actions ont abouti dans l'ensemble à l'application de toutes les préconisations qui avaient été faites. Nous en sommes à un moment où le plus compliqué, c'est au niveau des jeux. Et nous travaillons activement avec 3AR pour élaborer les termes d'un nouveau marché, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'on a du mal à savoir quels sont les composants de certains jeux. On a du mal à les remplacer par des jeux qu'on pourrait considérer comme plus sains. Il y a des coûts qui en sont la conséquence, qui ne sont pas actuellement en accord avec nos mesures d'économie. Donc, vraiment, le plus compliqué, c'est l'action numéro 4. Sinon, pour tout le reste, on a vraiment appliqué toutes les mesures qui étaient prévues. Donc, si vous pouvez avancer là. Donc, nous avons... pouvez-vous passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Voilà. Oui, on a... Donc, voilà. On a effectivement changé tous nos produits d'hygiène et d'entretien au travers des marchés. Là, l'objectif est d'aller au-delà des crèches, mais désormais d'atteindre les écoles maternelles.
Nous avons révisé tous nos protocoles de nettoyage donc avec des produits éco-certifiés et je fais référence à l'exemple déplorable qu'a pu nous citer Madame Lafourcade tout à l'heure avec plus de 50 produits dans une crèche. Donc là, désormais, nous avons une lessive liquide écolabellisée. Nous utilisons des microfibres. On a un produit de vaisselle et un produit pour le lave-vaisselle. Les nettoyants, désinfectants, détartrants sont éco-certifiés. Nous avons renouvelé toute la vaisselle, donc les jouets, je n'y reviens pas puisque je vous en ai parlé. On a renouvelé la vaisselle et le matériel de cuisine par des objets en matériaux inertes, donc de type inox, verre et porcelaine. Et ensuite, je vais vous présenter l'exemple de la porcelaine, mais on n'avait pas trop de problèmes là-dessus puisque nous sommes la ville de la porcelaine. On a introduit du bio dans l'alimentation, ce qui n'est pas sans difficulté non plus pour une collectivité. Parce que, évidemment, ce sont des gros marchés, puisque notre marché est rattaché au marché de la restauration scolaire. Donc, ce sont des gros marchés et on n'a pas toujours la réponse souhaitée à nos vœux. Donc, le lait, le poulet, les œufs, ça, c'est assurément bio. Les fruits et légumes, les yaourts, la viande, le poisson, en fonction des marchés qui sont obtenus par la restauration scolaire. Voilà. Et tout ça, forcément, dans un budget qui est contraint. Alors, nous avons mené une action emblématique. C'est le plateau en porcelaine. Donc, nous avions des plateaux en mélamine, comme beaucoup, évidemment, d'établissements d'accueil de jeunes enfants. Et nous avons fait un travail pédagogique aussi, enfin, un gros travail avec un lycée professionnel, avec des entreprises locales, avec des étudiants, pour aboutir à ce que vous voyez à l'écran, donc à un plateau multi-compartimenté avec des petits des animaux en fond de plateau. Et donc, c'est un projet qui a vraiment été soutenu par les entreprises locales de la filière de la céramique et qui en sont plutôt satisfaites puisque ce plateau a eu beaucoup de succès et il n'y a pas que la ville de Limoges qui s'est résolue à utiliser de la porcelaine. Alors, je vous rassure, c'est un objet qu'on peut considérer de luxe, que les enfants ne cassent pas, que les enfants respectent beaucoup. Évidemment qu'ils sont servis à table, hein, vous imaginez bien. Vous voyez la photo de l'enfant avec les couverts en inox, avec des verres en verre. Et ça se passe très bien et les parents sont ravis de ça et eux-mêmes achètent ce type de plateau pour les domiciles. Donc, nous avons vraiment, nous ne pouvons que nous satisfaire de cette action qui a été menée, d'autant que avec cette prise de conscience et des familles et des professionnels et de notre personnel, nous avons abouti à une acceptation et à mettre la santé de l'enfant au cœur des préoccupations.
malgré certaines réticences, je ne vous le cache pas, et je crois que les plus grandes réticences sont parmi les professionnels, mais non pas qui s'occupent des enfants, mais les professionnels qui s'occupent des achats publics. Et l'adaptation des cahiers des charges dans le cadre des marchés publics a été le plus long à mettre en œuvre avec ces hésitations de nos collègues. Mais désormais, c'est une prise de conscience qui a été vraiment réalisée. Et la collectivité ne peut que se féliciter de cette action qui a été menée et qui est maintenant entrée dans le quotidien et qui ne pose absolument plus de problèmes. Et donc, nous avons largement contribué à l'amélioration de l'environnement de l'accueil des jeunes enfants. Nous avons également amélioré les conditions de travail du personnel, malgré le fait que les plateaux en porcelaine sont plus lourds que les plateaux en mélamine, mais il y a une organisation différente. Les familles ont pris conscience que les perturbateurs endocriniens constituaient un danger pour leurs enfants et que d'adapter l'environnement de l'enfant à la lutte contre les PE n'était pas insurmontable. Et donc, nous avons décidé d'étendre cette action dans les écoles maternelles. Moi, je voudrais citer aussi un effet induit que nous avons constaté à l'hôpital mère-enfant, c'est que depuis quelques mois, depuis 1 an, il me semble, les nourettes ont été supprimées et le kit de sortie qui est remis aux mamans est composé de produits bio locaux qui sont issus d'une entreprise qui s'appelle Solibio et qui est extrêmement vigilante aux composants de ces produits. Voilà, je n'ai pas été trop longue, ça va ? C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Madame Rivet. Le timing est à peu près parfait. Donc, merci beaucoup pour cet exposé. Merci. Désormais, la parole à Madame Grimal, qui est conseillère en RSO et RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale des organisations et des entreprises, pour son exposé. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Juste le temps que je cale le démarrage. Ça va être bon, hein? Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait, nous vous écoutons. Très bien. Je vous remercie de m'avoir invité à présenter toutes les belles œuvres qu'ont réalisées les maternités que nous accompagnons en Nouvelle-Aquitaine notamment, que je vais vous présenter maintenant. Du coup, le contexte, c'est justement, nous sommes une agence de conseil en développement durable et en santé environnementale. Je suis moi-même infirmière de formation, formée à l'éducation thérapeutique et j'ai fait le DU Management du développement durable. Et c'est pendant 6 ans que j'ai fait du coup consultante développement durable et santé environnementale et que j'ai été en partie coordinatrice du projet maternité éco-responsable, mais c'est maintenant ma collègue Nelly Fanziri qui le coordonne. Et je voulais aussi parler de toute l'agence, on est bien plus nombreux que sur la photo, mais c'était pour montrer un exemple.
et notamment tous mes collègues qui ont différentes fonctions et expériences dans l'agence qui ont aussi permis de mettre en œuvre avec les maternités toutes ces actions que je vais vous présenter. Donc, notre agence, c'est une agence qui est une société à mission, en fait, avec un statut donc particulier, notamment une raison d'être, promouvoir un développement pérenne préservant l'environnement et la santé de chacun, et des valeurs que nous avons déterminées ensemble, audace, solidarité, bienveillance et exemplarité. Donc, parmi nos différentes actions que nous menons sur tout le territoire en France, mais aussi à l'étranger maintenant, on peut citer justement l'accompagnement à la maternité éco-responsable, le Health Truck, donc c'est une sensibilisation itinérante à la santé environnementale, mais aussi l'accompagnement de toute organisation vers le label THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Donc, comment on a accompagné les maternités à mettre en œuvre toutes ces belles actions? On a d'abord fait un diagnostic et finalement, on a d'abord répondu à un appel à projet, bien sûr, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui nous a financé ce projet donc dans le cadre de la stratégie régionale petite enfance. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'elle a été présentée tout à l'heure par Madame Lafourcade. Donc, nous, on a fait un diagnostic, donc c'était à distance et sur site. Et après, on en a sorti un plan d'action qu'on a concerté avec les équipes et notamment le COPIL, comprenant les maternités et les représentants des maternités, mais aussi des différentes directions et la direction générale de l'établissement. Et puis ensuite, on accompagne 1 à 2 heures par mois en rendez-vous téléphonique les établissements, un par un, maternité par maternité. Mais aussi, on va 1 à 2 demi-journées sur site. Et ensuite, on fait aussi des réunions collectives de partage d'expériences et aussi des visioconférences régulièrement avec différents intervenants, différents experts sur différentes thématiques. Après, on évalue au fur et à mesure les actions et on suit les indicateurs pour une amélioration continue parce que si on veut que ces actions perdurent, il faut continuer à remettre en question tout le temps et améliorer sans arrêt toutes les actions qu'il y a à mettre en œuvre pour éradiquer le mieux qu'on peut, parce que vous avez compris que c'était complexe, tous les produits chimiques et tous les risques liés aux perturbateurs endocriniens. Donc, en fait, là, j'ai fait un schéma, on vous montre un schéma plus général sur la santé environnementale et les exposomes. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit toutes les activités avec qui on va travailler finalement et toutes les directions avec qui on va travailler, en plus des équipes des maternités pour mettre en œuvre nos actions. Donc, les représentants des achats, de la restauration, de la communication, bien sûr, on veille toujours à la qualité et à la gestion des risques qui sont sensibles, surtout dans les hôpitaux et les maternités en particulier. Les soins et la pharmacie, l'hygiène des locaux et la blanchisserie. Et donc, on va essayer de traquer dans les différentes actions et différents produits, en fait, toutes les problématiques de nanoparticules, de nuisances sonores, d'allergènes, bien sûr, plus globalement, les risques chimiques, les composés organiques volatiles qu'on va retrouver qui altèrent la qualité de l'air intérieur, la question des champs électromagnétiques sur lesquels on va pas revenir aujourd'hui, mais on y travaille aussi, les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, les perturbateurs endocriniens bien sûr, et les phtalates en particulier aussi, qui sont bien représentés notamment dans les dispositifs médicaux. On va aussi regarder ça, puisque je vous disais qu'on était une agence de développement durable et de santé environnementale, en fait, sous l'angle de l'éco-conception des soins. Donc, qu'est-ce que l'éco-conception des soins? En gros, c'est le développement durable et la santé environnementale appliquée aux soins et à toute la chaîne du soin. Donc, il s'agit de la réalisation de soins ayant un moindre impact sur les plans sanitaires, économiques, sociaux et environnemental à court, moyen et long terme. Donc, on va essayer de vraiment voir toute la chaîne du soin et de retravailler là-dessus. Et un exemple typique qu'on a l'habitude de citer quand on parle d'éco-conception des soins, donc c'est la mise en place de nouveaux protocoles, en fait, quand ce n'est pas déjà fait, quand on va dans les maternités, des soins du cordon sans antiseptique, donc au savon et à l'eau, et rincé bien sûr. Donc, sauf exception en fonction des personnes et des besoins. Donc, je voulais quand même signaler et rendre hommage à toutes ces maternités de Nouvelle-Aquitaine que nous accompagnons
Donc, vous voyez que là, on en est à plus de 15 maternités accompagnées et avec les maternités emblématiques, je vais citer les premières maternités, donc de Guéret, Angoulême, La Rochelle, Limoges et Périgueux. Et puis, s'en sont suivis les autres et d'autres arrivent au fur et à mesure. Et ces maternités de Nouvelle-Aquitaine servent en permanence d'exemple pour toutes les autres maternités qu'on accompagne maintenant sur toute la France et en Belgique aussi. Donc, et on en est maintenant à plus de 50 maternités à accompagner, dont 4 sont labellisées donc THPSE, maternité éco-responsable, Angoulême, en Nouvelle-Aquitaine, Cannes, Lille, Clermont-Ferrand et d'autres sont en cours. Donc, les actions mises en place. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'on travaille d'abord, bien sûr, sur la question de la gouvernance. Et on essaie de voir comment aussi les équipes peuvent arriver à mettre en place tout ça, après avoir, et qu'elle nous ait aidé aussi à identifier les problématiques. Donc, tout un travail de sensibilisation. Là, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a aussi mis en place énormément de moyens et de formation des soignants, des sages-femmes, auxiliaires de puériculture, puéricultrices, etc., pour les ateliers nesting, pour qu'ensuite, en fait, ces personnes formées puissent faire des ateliers de sensibilisation aux parents sur les questions de santé environnementale. Et donc, nous, on a fait le complément en accompagnant les maternités à être exemplaires et à mettre en adéquation le discours qu'elles pouvaient avoir, notamment dans ces ateliers, dans leur pratique. Donc, je vous invite, là, j'ai mis le lien vers une vidéo collective et je vous en ai mis d'autres au fur et à mesure. J'ai mis plein de liens au fur et à mesure de la présentation que je vous invite à aller consulter en suivant si ça vous intéresse. Donc, comme je disais, notre travail, c'est d'identifier, de sensibiliser au fur et à mesure les différentes personnes qu'on peut rencontrer, avec qui on peut discuter, autant en fait du côté des maternités que des directions. Donc, on travaille beaucoup avec les hygiénistes, les directeurs des achats, les directions des achats, de la restauration, etc. Et donc, de discuter ensemble et de se mettre d'accord pour enfin agir et mettre en place les actions en suivant. Donc, parmi les actions, notamment sur les achats responsables, par exemple, on a accompagné les établissements à mettre en place des politiques d'achat responsables. Et là, j'apprécie parce que du coup, on peut montrer et faire le lien justement avec tout le travail qui a été fait aussi par Alix sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur le Grand Guéret, on a travaillé sur la politique d'achat responsable avec l'hôpital de Guéret, mais aussi avec la crèche de Guéret qui sert maintenant de crèche pilote pour le département de la Creuse. Et donc, du coup, ensuite, on va essayer de travailler justement sur les marchés publics et puis les différents appels d'offres, en fait, pas forcément publics, puisqu'on accompagne aussi les maternités privées, sur les critères de santé environnementale dans les marchés. Et on essaie d'aider les établissements aussi à faire du sourcing, notamment avec la création de notre plateforme d'achat responsable, en fait, où à chaque fois qu'on va trouver des achats innovants, on va les mettre sur cette plateforme, bien sûr, en s'étant renseigné sur les produits, en ayant demandé les fiches techniques, les fiches de données de sécurité et savoir comment l'entreprise ou le prestataire travaille. Et du coup, on a rassemblé ça et ça peut aider en fait nos établissements aussi pour les questions de sourcing. Sur les produits d'hygiène corporelle notamment, en fait, là, je vous ai mis ce schéma sur le début d'accompagnement où on peut voir que les maternités pouvaient utiliser donc jusqu'à 17 produits. Et après notre travail ensemble, en étudiant bien sûr la liste des produits, etc., des composants des produits notamment, et en réfléchissant à comment faire autrement, ils sont passés de 17 jusqu'à juste réduire à avoir un savon. Et la maternité de Périgueux, par exemple, montre l'exemple en ayant utilisé qu'un seul savon et pour les parents et pour les soignants. Et d'autres l'ont étendu, même cette action, sur tout l'hôpital, comme l'hôpital de Guéret, par exemple. Et là, je vous ai mis cette belle affiche du CHU de Bordeaux qui a travaillé aussi à réduire
ces produits cosmétiques où est écrit donc du savon et de l'eau, c'est tout ce qu'il me faut. Mais il y a aussi tout ce qui est communication autour de ça et il y a eu l'arrêt de la distribution des échantillons de cosmétiques et des mallettes de produits offerts. Donc là, j'ai juste voulu montrer comment, en fait, quel impact pouvait avoir toute cette réduction de cosmétiques. Donc, quand on passe de 15 à un savon, notamment sur la maternité, par exemple, de Périgueux. Donc, le savon unique, il est composé de 2 ingrédients en plus de l'eau et identique pour les bébés, les soignants et les parents, comme je vous disais. Donc ça, c'est une diminution des risques pour le bébé sur sa santé à long terme et celle des générations suivantes. Satisfaction des parents en prévention et exemplarité de données. Jusqu'à 3 000 € économisés par an malgré les références offertes par les laboratoires au départ. Moins de dermatose des soignants constatés et diminution des impacts environnementaux, évidemment, puisqu'il y a moins de transport et moins de ressources utilisées au pétrole pour la fabrication des produits. Et ensuite, moins de déchets en suivant du fait d'utiliser moins d'échantillons. D'autres exemples d'éco-conception des soins. Donc là, l'exemple de la maternité de Tulle qui a mis en place, mais d'autres maternités l'ont fait. En fait, à chaque fois que je vous cite des exemples en particulier de maternité, sachez que les autres aussi ont mis en place ça. C'est parce que les photos aussi sont issues de là, ou alors c'est que c'est les premières maternités qui ont commencé à le faire pour que les autres après suivent ces exemples modèles, j'aurais envie de dire. Donc, les lingettes lavables pour le soin du bébé et le change du bébé. Et une de celles qui est allée le plus loin, c'est la mise en place de couches lavables dès l'accueil du bébé en maternité, pour là vraiment montrer l'exemple. Donc, nous, ce qu'on conseille, parce que ça, c'est quand même assez complexe et long à mettre en place, c'est d'abord essayer de travailler à montrer ces couches lavables, ce que font les maternités du coup, ou alors de se mettre en lien avec des associations locales qui peuvent venir montrer aux parents qui sont intéressés ces couches lavables. Et puis d'autres aussi, j'ai pas précisé, mais d'autres aussi ont changé les marques de leurs couches comme La Rochelle, par exemple, a été une des premières à le faire et à faire changer justement le marché public à ce sujet pour changer la marque de couche et avoir une marque de couche plus éco-responsable et meilleure pour la santé, bien sûr, de l'enfant. Concernant les produits d'entretien et d'hygiène des locaux, des surfaces aussi, du coup, on a fait tout un travail, comme on avait fait pour les produits d'hygiène corporelle, on fait tout un travail de cartographie des produits d'entretien. Donc, vous voyez qu'on est assez exigeant quand même sur la demande qu'on fait aux établissements, en fait, de compléter tout un tableau avec tous les produits qu'ils ont pour, du coup, identifier, supprimer, substituer et réduire. Parce qu'après, on va analyser produit par produit toutes les fiches de données de sécurité. C'est nos ingénieurs chimistes qui font ça. Et on va du coup donner nos avis sur les produits qu'ils utilisent et aussi les accompagner pour substituer leurs produits. Par notamment des produits écolabellisés ou alors les réduire notamment, comme là l'exemple des sols, ce que disait Madame Lafourcade tout à l'heure, comme par exemple le nettoyage des sols à la microfibre sans produit. Donc je trouvais intéressant qu'on puisse voir un vaporisateur comme à l'hôpital de Guéret-là avec juste de l'eau dedans, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un hôpital. Ou alors là on a aussi l'exemple du CHU de Limoges qui nettoie tout l'environnement du bébé dans la chambre du bébé, donc à la vapeur. Mais d'autres le font aussi, bien sûr. Et aussi, bien sûr, la protection des salariés avec tous les équipements de protection individuelle qui sont mis en place. On travaille aussi donc en lien, bien sûr, avec ces produits d'entretien. On fait un travail sur la qualité de l'air intérieur. Donc, on commence par des audits de qualité de l'air intérieur dans toutes les maternités qu'on accompagne. Et on va notamment supprimer les vaporisateurs, notamment en aérosol, mais aussi, dans la mesure du possible, tous les diffuseurs de parfums. Et on va notamment intégrer le temps d'aération dans les protocoles.
Concernant la restauration, par exemple, donc là, je vous ai mis l'exemple vraiment vertueux, j'aurais envie de dire, de l'accueil des parents, en fait, enfin de la mère, en l'occurrence, dans la chambre de la maternité, puisqu'elle reçoit, en fait, à son arrivée dans la maternité, dans sa chambre, une corbeille, comme vous le voyez là à gauche, de fruits frais et de fruits secs. Donc, pour une meilleure santé pour elle et montrer l'exemple de ça. Et puis là, à droite, donc la salle de restauration qui a été ouverte petit déjeuner, en fait, qui a été ouverte avec un petit déjeuner exemplaire que vous pourrez aller voir aussi sur la vidéo qui les représente. Madame Grimal, je suis désolée, j'endosse ma casquette de maître du temps. Malheureusement, de vous inviter à conclure. C'est bientôt fini, il me reste 3-4 slides, je pense. Je vais aller vite. Du coup, concernant l'alimentation, donc bien sûr, toujours la promotion de l'allaitement, les maternités sont toujours engagées sur ce sujet, mais aussi la distribution de nourrettes, donc soit en verre, soit certifiées en agriculture biologique pour aussi montrer l'exemple à ce sujet. Tout ce qui a été fait aussi sur la communication, c'est très important, c'est ce qu'on précise toujours. Les maternités n'ont pas l'habitude de se mettre en avant, mais on les incite à le faire et aussi à travailler sur les éco-gestes. Et là, donc, on sensibilise aussi les familles, mais aussi, on a créé de notre côté, avec la NFH, en fait, Thérapie. Donc, c'est une application que vous pouvez aller voir aussi pour aller plus loin et mieux comprendre encore tous ces polluants qui nous entourent. Donc, les impacts de la transmission pour l'établissement, donc c'est des économies sur le long terme, réduction de son impact environnemental et sociétal, une image vertueuse, bien sûr. Pour les professionnels, changement dans la relation aux parents et des conseils donnés, redonne du sens dans les missions et surtout fédère les équipes au moment où elles en ont bien besoin aussi, vu les difficultés qu'elles rencontrent à l'heure actuelle avec cette pandémie. Donc, ça protège aussi la santé du personnel, bien sûr, et donc évidemment aussi pour les générations futures, facilite le recrutement extérieur. Ça fait une prise de conscience pour les familles des effets de l'environnement sur la santé, du changement dans les habitudes de vie, puisque du coup, la maternité montre l'exemple dès le départ, dans l'entretien de la maison, du linge, etc. Et changement dans les habitudes d'achat, consommer moins mais mieux. Je voulais vous montrer aussi quelques exemples de maternités promotrices de santé. Donc, les champs pédagogiques, comme on fait Limoges, la première à l'avoir fait, c'est Angoulême, et CHU de Clermont l'a fait aussi. Mais aussi la formation des professionnels de santé, comme l'a mis au catalogue de formation la clinique du Fief de Grimoire, pour les cliniques aussi de Poitiers. Donc, vraiment inscrire au catalogue de formation, en fait, au plan de formation des salariés, toutes ces questions autour de la santé environnementale et des perturbateurs endocriniens. Tout le déploiement qui a été fait aussi pour les parties prenantes externes, donc les crèches, les centres périnataux de proximité, avec les animateurs de santé publique notamment, qui ont été déployés sur la Nouvelle-Aquitaine par l'ARS, et tous les cours qui sont donnés au lycée, etc., les rencontres avec les crèches et autres partenaires locaux. Tout ça pour vous montrer que les maternités sont aussi investies pour aller donner la bonne parole, entre guillemets, à l'extérieur, notamment, par exemple, je vous ai mis les paravents qu'on crée transportables pour montrer les exemples et travailler, faire des ateliers de santé environnementale hors les murs, en fait, des maternités. Donc, du coup, je voulais vous dire aussi, enfin, pour revenir là-dessus, sur l'impact de la communication qu'ont fait toutes ces maternités sur le territoire, mais aussi au niveau régional, national, européen, international. Par exemple, on a fait avec Madame Nico de l'hôpital d'Angoulême un colloque dernièrement international sur climat et santé pour expliquer tout ce qu'on fait les maternités, dont celle d'Angoulême, mais aussi celle de Nouvelle-Aquitaine et les autres, pour agir en ce sens. Et après, je voulais préciser aussi que c'est toujours une question de projet collectif, de collaboration, de concertation et de discussion. Et l'importance d'être à plusieurs, de la pluridisciplinarité, du partage d'expériences, de l'engagement de chacun et de travailler sur tous les réseaux professionnels, comme on fait en fait, autant au niveau des services de l'établissement du territoire que des maternités partout en France et ailleurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Questions s'il y a besoin. Merci beaucoup, Madame Grimal, pour cette intervention et merci à toutes les quatre pour ces exposés. Alors, comme nous l'ont présenté les intervenantes, les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre environnement et dans celui des enfants.
Donc, la prise de conscience quant à leurs conséquences sur la santé est un sujet particulièrement prégnant pour les chercheurs, mais aussi pour les décideurs. Et de nombreuses actions sont possibles pour diminuer l'exposition à ces perturbateurs endocriniens, comme ont pu nous être exposées les solutions en crèche et en maternité. Ainsi, il est important de continuer les efforts pour protéger les plus jeunes d'entre nous et limiter leur exposition avec des mesures souvent simples et souvent peu coûteuses. Et donc, il est nécessaire que les décideurs politiques, les directeurs, les directrices d'établissements accueillant des jeunes enfants se saisissent de ce sujet. Voilà, donc nous mettons à disposition un document ressource dans lequel vous trouverez des informations complémentaires sur les interventions que nous venons d'écouter. Il est publié à l'instant même dans l'onglet Discussion et sous le nom Pour aller plus loin. Voilà. Donc maintenant, il est l'heure de passer au temps d'échange, de questions et réponses. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos nombreuses questions. Alors malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes. Mais donc la première question, elle est à destination de Madame Bonvalot, je pense. Quel est votre avis sur l'application Yuka comme aide à l'éviction des perturbateurs endocriniens? C'est une bonne question. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications qui ont fleuri ces dernières années. Mon point de vue, c'est que ces applications, elles ont une utilité. Elles peuvent être intéressantes parce qu'elles permettent d'éclairer un petit peu justement la complexité de la composition de certains produits. Alors moi, personnellement, je connais plus les applications en lien avec les cosmétiques, donc je connais un petit peu Yuka, mais sur le versant cosmétique plus qu'alimentaire. Bon, c'est l'intérêt aussi d'avoir des applications sur différents versants, ça c'est pas mal. J'invite les personnes qui ont posé cette question à prendre un petit peu de recul néanmoins et à faire un petit exercice en allant rechercher un produit, par exemple un produit cosmétique, et d'utiliser 2 ou 3 applications différentes, telles que Yuka, telles que quel produit de l'association que choisir, etc. Et de regarder un petit peu les différences de notes qui sont données. Ça permet de comprendre en fait finalement que ces applications, elles sont basées sur des critères. Hein. C'est un peu comme quand on parle de la définition d'un perturbateur endocrinien. Et donc, les critères ne sont pas les mêmes en fonction de ces différentes applications. Donc, souvent, il faut se renseigner un petit peu sur la façon dont les critères ont été identifiés et qu'est-ce qui fait qu'une note est moins bonne ou meilleure, qu'est-ce qui est mis en avant dans une application. Ça peut être la santé, des fois c'est l'environnement, des fois c'est les deux. Ça peut être le côté plutôt nutrition ou alors ça peut être le côté plutôt produits chimiques. Donc là, c'est pareil, il y a toujours une espèce de balance à avoir. Donc moi, je conseille l'utilisation, mais en ayant vraiment soin de bien comprendre comment ces applications sont faites. C'est vrai qu'il y a une utilité à ces applications-là. Voilà. Je vous remercie pour cette réponse. Alors, une deuxième question qui nous a été posée, je pense qu'elle sera plus à destination de Madame Lafourcade. Alors, est-ce qu'il existe une législation sur les jouets matériels de puériculture pour les enfants? Alors, il existe des règlements européens sur les matériaux, sur ce qu'on appelle les objets, hein, ou les articles, pour être précise. Et là, c'est vrai que c'est assez énervant parce que c'est un petit peu moins protecteur que, par exemple, les réglementations sur les produits, ce qu'on appelle les mélanges. Donc, ça va être les cosmétiques, les détergents bénéficient d'une réglementation. Donc, la réglementation chapeau, ça s'appelle CERIC. Hein. Et après, il y a notamment la réglementation CLP, vous savez, qui met des petits pictogrammes sur les détergents. Il y a la réglementation cosmétique qui est protectrice. Ouais, c'est vrai que sur les jouets, c'est un petit peu frustrant. On n'a pas accès à la liste, à la composition exhaustive. Donc, c'est très difficile. On fait des hypothèses de présence de certaines substances, mais voilà, on a de l'espoir hein, que ça s'améliore. Il y a des choses, il y a une initiative qui s'appelle, c'est aussi une application, mais qui s'appelle Scan4Chem, qui permet aussi d'essayer d'en savoir un peu plus. Voilà, ça manque un petit peu de transparence, donc les jouets, c'est compliqué. Madame Rivel disait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas accès à la composition exhaustive et que la réglementation ne l'exige pas. Donc voilà, c'est probablement un des sujets les plus difficiles et les plus frustrants, puisque effectivement les enfants portent à la bouche les jouets en permanence notamment et jouent beaucoup. Madame Bonvalot, vous voulez intervenir, je vous en prie. Oui, c'était juste pour compléter ces éléments. Madame Lafourcade a tout à fait raison.
il y a un problème de transparence sur la question des jouets parce qu'il y a une réglementation qui existe sur les jouets, une directive européenne qui est spécifique, sauf que cette directive n'impose pas autant de transparence que ce qu'on pourrait avoir dans les règlements précités. Néanmoins, cette directive, elle impose un certain nombre elle impose quand même que certaines substances ne soient pas utilisées dans les jouets pour enfants, mais c'est une directive européenne. Donc après, il faut aussi savoir d'où viennent les jouets, comment ils ont été fabriqués, quels fournisseurs, etc. Et donc, souvent, on essaye quand même de s'aider d'un certain nombre de labels. C'est un petit peu comme les produits ménagers. On a vu passer tout à l'heure certains types de labels qui peuvent déjà aider à prendre des décisions, mais qui ne sont pas suffisantes effectivement pour tout parce qu'on n'a pas la composition exhaustive. Ceci dit, la composition exhaustive dans les matériaux, on l'a pas en fait. Il n'y a que les aliments pour lesquels on a à peu près et les cosmétiques. Et les cosmétiques. Mais bon, c'est compliqué la chimie sur les cosmétiques. Je vous remercie. Alors, une autre question qui nous a été posée. Alors, que ce soit en crèche ou en maternité, avez-vous rencontré des résistances au changement de la part des professionnels? Alors, peut-être que ça sera une question pour Madame Grimm. Alors, je veux bien répondre. Oui, avec oui, plaisir. dans les premiers... Dans les premiers moments, mais à partir du moment où on a vraiment présenté, et là, avec le concours de Madame Lafourcade, et honnêtement, après, on n'avait pas de meilleur vecteur de persuasion que les professionnels pour convaincre les parents. Je vous en prie, Madame Lafourcade. Oui, en fait, c'est vrai que c'était... la résistance, moi, je trouve qu'elle est facile à lever et peut-être que Élodie dira la même chose. C'est vraiment la sensibilisation, quoi. C'est expliquer à tous les publics qui sont concernés et qu'on ne pourra pas faire sans eux. C'est-à-dire que Madame Rivet disait, les acheteurs, si les acheteurs ne sont pas convaincus qu'ils doivent changer leur cahier des charges pour faire des achats plus exigeants, il ne va rien se passer. Et c'est pas les convaincre en leur disant, il faut travailler plus, ça va être compliqué, ça va être pénible. Il faut leur parler de leur propre exposition aussi parfois, parce que de leurs propres enfants, des propres maladies, des maladies auxquelles on est tous, hélas, soumis dans nos entourages. Et ça se fait par de la sensibilisation, des conférences. Et finalement, on lève assez facilement les freins. Et moi, je suis toujours bluffée par les équipes. Et là, je parle beaucoup des directrices de structure, qui sont, et là, je pense que je vois Élodie hocher la tête, je pense qu'elle pense aux sages-femmes aussi. On est toujours bluffé parce qu'elles sont à fond et elles n'ont pas peur de changer. Et donc, pour nous, c'est du pain béni de bosser avec ces personnels-là parce que ça y va et elles n'ont pas d'état d'âme à changer les choses, quoi. Et puis, il y a aussi les résultats. Moi, je pense au moment où on a dit on nettoie les enfants, les fesses des enfants qu'à l'eau, sauf quand l'enfant est souillé. Et il y a eu une petite réticence. Et on s'est rendu compte à l'arrivée qu'il n'y avait absolument pas plus d'affection cutanée en utilisant cette méthode qu'avant. Et ça a vraiment conforté. Et maintenant, c'est même pas imaginable de revenir en arrière, d'utiliser plein de produits. Et les couches, alors, je voudrais juste revenir sur les couches parce que les couches en tissu, c'est un peu compliqué pour les établissements d'accueil. On a voulu faire une expérience qui n'a pas bien fonctionné parce que c'est une gestion qui est un peu lourde. Par contre, on utilise des couches qui nous coûtent très cher, c'est-à-dire 4 fois plus cher qu'une couche normale. Mais on a vraiment tenu bon. Et donc, on a des couches qui sont a priori les plus saines possibles. Madame Bonvalot, je vous en prie. Oui, c'était pour rebondir un petit peu sur
la façon dont les personnes peuvent être impliquées effectivement dans ce type de changement finalement. Donc moi j'ai une petite, enfin plutôt de mon expérience, hein, parce que moi je travaille pas aujourd'hui avec les collectivités du tout, mais à l'école de la santé publique on a des formations. Et en particulier, aujourd'hui, on a une formation continue qui est dispensée pour les professionnels de santé qui exercent soit dans les établissements, soit les libéraux. Et on a énormément de sages-femmes, par exemple, effectivement, qui suivent notre formation. Et on voit à quel point il y a une volonté justement de changement, de sensibiliser l'autre, d'essayer de diffuser en fait ces éléments-là au sein des établissements et à leurs patients. Et donc ça, voilà, c'était pour rebondir un petit peu sur les échanges. Je pense que c'est important, effectivement, c'est très très positif. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Alors, une autre question, existe-t-il des listes de fournitures de matériel éducatif, alors peinture, colle, crayon, jeux, en matière inerte et sans perturbateurs endocriniens? Est-ce que vous auriez connaissance de marques Alors, donc ça va être un peu la même réponse, hein. Ce sont souvent des articles ou des substances où on n'a pas toujours la liste des ingrédients. Il y a des initiatives. Donc, l'ADEME a publié l'année dernière un document. Je vais essayer de retrouver le lien pendant que vous répondrez à une autre question, puis je vais vous le mettre avec des éléments sur les fournitures scolaires. Bon, il faut être bien lucide sur le fait qu'on ne sait toujours pas exactement, on n'a pas les compositions exhaustives. Voilà, on a des. Alors nous, on est radicaux en crèche. On élimine les produits industriels dont on n'a pas la composition, de manière à utiliser des produits très très simples. Beaucoup de choses à base alimentaire. On peut faire par exemple des pâtes à modeler, des choses très. Enfin voilà, on contourne le problème parce qu'on adorerait Nathalie parlait des labels. Même les labels sur les jouets sont rarissimes. C'est des produits qui sont souvent beaucoup plus chers. Et là, on rejoint le problème de Madame Rivet où on va pas pouvoir substituer par des choses. Voilà, c'est des sourcings en Allemagne parfois. C'est des filières qui sont vraiment assez rares. Donc voilà. Donc, bon, il y a la petite fiche de l'ADEME qui donne quand même quelques voies. Il y avait une initiative en Aquitaine qui s'appelait le Cartable Sain aussi, qui était l'initiative qui avait été gérée aussi par l'association 3AR, qui donnait aussi un petit guide qui donnait certaines possibilités. Mais bon, voilà, sans perturbateurs endocriniens, c'est un argumentaire aujourd'hui qui n'est pas tenable, quel que soit le domaine, puisqu'on n'est pas capable de promettre ça. Madame Bonvalot, je vous en prie. Sans produits chimiques même plutôt, parce que c'est vrai que, vous l'avez bien dit tout à l'heure, je crois qu'il faut vraiment remettre ça dans un contexte de produits chimiques, parce qu'aujourd'hui, perturbateurs endocriniens, on ne peut pas qualifier tous les produits de perturbateurs endocriniens, et pour autant, il y a des produits chimiques qui sont dangereux, même s'ils ne sont pas perturbateurs endocriniens. Donc oui, effectivement, dès le moment où on utilise une fourniture, ça ne peut pas être inerte. Enfin, je veux dire, si on a besoin d'une colle ou d'une peinture, ça ne pourra pas être un matériel inerte. En revanche, voilà, il faut essayer d'utiliser les choses les plus simples ou les moins dangereuses possibles. Ce n'est pas simple, non. Ce n'est pas facile, malheureusement. Je vous remercie. Alors, une autre question, peut-être plus technique, et je dirais pour Madame Grimal, parce qu'elle concerne les maternités. Alors, y a-t-il une attention portée sur les tubulures et autres dispositifs médicaux utilisés pour les nouveau-nés qui sont source de nombreux perturbateurs endocriniens? Alors oui, justement, je me suis dit que j'avais oublié la slide sur les dispositifs médicaux, mais en même temps, je n'ai pas eu le temps de tout dire. Donc, voilà. C'est parfait, le temps est venu. Donc, du coup, il y a des réglementations pour le coup, notamment sur le DEHP et puis d'autres phtalates, en fait, sur les DINCH, etc. Là, j'ai plus les noms en tête, puis c'est les noms chimiques barbares, j'ai envie de dire. Donc, du coup, et je ne suis pas, j'ai des collègues ingénieurs chimistes, mais je ne suis pas chimiste. Mais des réglementations, en fait, justement, sur la réduction de ces perturbateurs endocriniens-là présents dans les dispositifs médicaux. Il y a surtout un gros travail. En fait, on a fait, je vous disais qu'on faisait des visioconférences, et donc on a fait une visioconférence notamment avec le professeur Sautou, en fait, qui fait des grosses recherches au CHU de Clermont sur ce sujet, puisqu'elle a un labo, en fait, pour pouvoir analyser la composition.
de ces dispositifs médicaux parce qu'en fait, on se retrouve avec presque le même problème que les jouets que citait Madame Lafourcade, c'est qu'en fait, il n'y a pas de transparence. Autant il y a des transparences sur la composition des médicaments, il n'y a malheureusement pas de transparence sur la composition des dispositifs médicaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on incite en fait les maternités, notamment en fait la création de marchés, à demander aux fournisseurs en fait de fournir la liste la plus exhaustive possible de la composition de ces dispositifs médicaux, mais ils ont du mal à répondre pour la plupart, et au moins en fait sur ceux qui sont ciblés par la réglementation. Et là, on a des réponses variables et c'est très complexe d'avoir les réponses de ces fournisseurs-là et en même temps, c'est complexe de substituer ces produits-là aussi. Donc, du coup, les pharmaciens se retrouvent devant des vrais problèmes à ce sujet, mais ils tentent de travailler là-dessus, notamment en demandant plus de transparence. Et en travaillant aussi ensemble, il y a des groupes de pharmaciens qui commencent à créer aussi à ce sujet pour justement lancer une dynamique et montrer aux fournisseurs que c'est important, en fait, ce sujet-là pour les maternités, qu'on voudrait améliorer ça. Voilà. Je vous remercie. Et alors, une dernière question pour Madame Bonvalot. Alors, donc, merci pour votre exposé très clair et intéressant. Que pensez-vous du projet d'arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbations endocriniennes qui inclut la principale forme de vitamine D, cholécalciférol? Vaste sujet. J'ai pas toute la liste des substances. Oui, effectivement, le risque de ce type de liste, c'est qu'on prenne uniquement le côté risque, enfin le côté danger pour la santé, sans en faire une analyse bénéfice-risque. Or, on sait très bien que la vitamine D, il y a aussi des bénéfices, en tout cas, qui sont attendus. Donc, j'aurais un petit peu la même réponse que j'ai faite pour les applications, c'est-à-dire que être informé, c'est très bien. Être vite informé, ça peut être pratique, mais il faut toujours remettre en question et prendre un petit peu de recul sur les éléments dont on dispose, pour éviter justement de se retrouver dans des situations où on va supprimer tout un tas de produits qui seraient nécessaires. J'ai une anecdote peut-être, alors je connais pas, enfin j'ai pas d'anecdote sur la vitamine D précisément, mais une anecdote par exemple sur des personnes qui ont suivi la formation sur les perturbateurs endocriniens et qui s'étaient, au travers d'une application sur certains produits, en particulier des cosmétiques, mais dont certains cosmétiques peuvent être utilisés aussi à des fins, je dirais, thérapeutiques. En fait, la question d'une personne, c'était, voilà, moi, je ne veux pas utiliser ce produit parce que j'ai vu qu'il y avait un produit chimique dedans qui était mal noté sur une application. Et donc, j'ai rien utilisé à la place. Et donc, c'est une personne qui avait besoin d'un produit, voilà, pour une question de cicatrisation. Et donc, il y a pas, voilà, le médecin est aussi capable de pouvoir apprécier les bénéfices attendus par rapport au risque employé quand on va utiliser un produit pendant un certain temps ou de cette manière-là. Donc, je pense que c'est un petit peu le même principe pour la vitamine D. Donc, il faut toujours vraiment prendre du recul et bien avoir des analyses bénéfices-risques. Et donc, ça va concerner un certain nombre de produits et beaucoup de produits sur les médicaments. Beaucoup finalement de molécules qui sont concernées dans le cas des médicaments. Les médicaments, on les utilise souvent pour, alors peut-être parfois de manière un peu trop rapide et sans vraiment, justement d'abord penser si on en a réellement besoin. On sait bien qu'en France, on est un gros consommateur de médicaments, mais par contre, quand on a une pathologie, on peut utiliser un médicament pour résoudre cette pathologie. Et dans ce cadre-là, il y a un vrai bénéfice. Donc, voilà, il faut faire attention à ces éléments-là. Et puis prendre un petit peu de recul et puis bien analyser les aspects bénéfices-risques. Alors, ces aspects bénéfices-risques, ils sont un petit peu plus faciles quand on parle de jouets ou de peinture. Ils sont aussi peut-être un petit peu plus compliqués. On n'a peut-être pas beaucoup parlé aujourd'hui des questions de biocides, mais ils sont aussi présents à l'hôpital. Quand on change des produits ménagers, on se dit, voilà, est-ce que le fait d'utiliser tel produit, ça va quand même permettre de... voilà, est-ce que ça va pas changer les choses en termes
en termes d'infection ou de choses comme ça. Mais ça, justement, on se rend compte de ces éléments-là en faisant le changement et en proposant des choses qui peuvent aussi être efficaces, mais qui vont être moins problématiques au niveau du risque chimique. Je vous remercie beaucoup. Et donc, nous arrivons à la fin de ce temps d'échange et je vous remercie pour toutes ces questions qui ont été posées. Je remercie surtout chaleureusement toutes nos intervenantes pour la qualité de leurs exposés. Et en fait, on arrive même à la fin du webinaire. Et alors, je vais laisser, avant de vous quitter, le mot de la fin à Madame Simone Matoulin-Pellissier, qui est directrice de l'ISPED, donc l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement de Bordeaux. Oui, bonjour à tous, bonsoir d'ailleurs plutôt, à tous. Merci bien sûr aux intervenants, aux intervenantes, parce que c'est très féminin ces interventions, de leur participation. Je vais dire juste un petit mot après. Je voulais d'abord remercier les étudiants là, de la promotion de la santé, notre Master 2, d'avoir organisé de façon brillante, parce que j'ai tout suivi, hein. Je n'ai pas posé de questions, mais je les garde pour après, un jour, je les poserai. Donc, c'était très bien. Je voulais dire qu'ils étaient complètement autonomes, en autonomie pour cette organisation et cette réalisation, avec quelqu'un qui est devant la caméra, mais d'autres personnes qui sont derrière la caméra et qui, je pense, Lucille va nous expliquer juste après mon mot et les remercier. Donc, vraiment, un grand merci et je vois beaucoup de professionnalisme. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est l'audience. Vous avez été plus de 150 à suivre ce webinaire. On a vu qu'avec le Covid, on s'est tous habitués à être à des webinaires et même à cette heure tardive, vous êtes encore 137. Donc, plus de 180 même. Plus de 180. Voilà, plus de 180, merci. Et je vous remercie de m'écouter. Je voudrais vraiment, donc après les étudiants et les féliciter, dire aussi un petit mot pour les intervenants. Merci de vos interventions. Merci d'avoir montré, et encore dans les questions et les réponses, surtout, que la connaissance est en marche dans ce domaine, comme Madame Nathalie Bonvalot vient de l'expliquer à l'instant. Donc, c'est bien un problème de recherche comme de santé publique et aussi de formation, vous l'avez soulevé. Et nous avons, comme à Rennes d'ailleurs, comme à Paris, Rennes et Bordeaux, je crois, des masters en santé, travail et environnement ou santé environnementale, des DU et aussi un MOOC. Je voudrais juste insister sur ce MOOC qui va ouvrir à partir de septembre parce que vous avez souvent mentionné le soutien de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et ce MOOC, il est une volonté, il est pour les professionnels de santé, avec toutes les unions régionales des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, sages-femmes, j'en oublie certainement, l'ARS et aussi la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous engage à regarder, parce que ça sera gratuit, évidemment, puisque c'est financé par ces financeurs, et ça pourra répondre à certaines des questions. Et bien sûr, il y a une thématique qui est sur la population que vous avez, pour laquelle vous avez discuté, les enfants, les maternités, et autour des perturbateurs endocriniens, avec des questions, certaines réponses, et aussi des principes de précaution. Je crois que c'est le mot que vous n'avez pas utilisé, mais qui de temps en temps s'applique. Je voudrais aussi souligner la multidisciplinarité de ce séminaire. Je suis heureuse de voir qu'en plus de l'EHESP, qu'on remercie, de l'INSERM, puisque Nathalie Bonvalot est aussi EHESP et INSERM, de conseillère d'agence, nous avions la mairie de Limoges et je trouve que ça montre tout l'intérêt de travailler tous ensemble et ça ne peut laisser que beaucoup d'espoir pour la suite, même si j'ai bien vu dans vos questions que beaucoup de gens avaient des questions sur le fameux changement, sur est-ce que c'est ce qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine ou dans d'autres régions se fait et transféré. Donc, ça pose aussi la question du transfert des connaissances. Comment déployer ce qui est fait en Nouvelle-Aquitaine et peut-être dans d'autres régions. Et en dehors
terminer par un grand merci à tous. Je laisse la parole à Lucille. Voilà. Je vous remercie, Madame Mathoulin-Pellissier. Alors effectivement, ce webinaire entre en fait dans le cadre du Master 2 promotion de la santé. Voilà, donc je suis effectivement toute seule devant l'écran, mais en fait, on est 25 tous derrière à avoir organisé ce webinaire. Donc, je tiens à tous les remercier pour l'organisation de ce webinaire. Et donc, avant que tout le monde ne nous quitte, un questionnaire va s'afficher sur votre écran et je vous remercie par avance de le remplir. C'est extrêmement rapide. Et un dernier mot, et cette fois, après, je vous laisse tranquille, une rediffusion de ce webinaire sera disponible très prochainement sur le compte YouTube et sur le site de l'ISPED. Voilà. Donc, n'oubliez pas de remplir le questionnaire et ensuite, je vous souhaite une très bonne soirée.